Le journal. Au sommaire de cette édition d'information, reconstruire à mieux, c'est sous ce thème que se tient la réunion régionale de l'Organisation internationale du travail sur la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus. Réunion à laquelle prenait part le ministre gabonais en charge du travail. Grogne des épargnants de Bersal, il menace de poser des actions fortes si leur cause n'est pas entendue au terme de 45 jours de reconduction de l'état de crise sanitaire. C'est ce qui ressort du point de presse qu'ils ont tenu à Libreville. Puis, célébration chaque 2 juillet à travers la planète de la Journée internationale des journalistes sportifs, instituée en 1995 à l'initiative de l'Association internationale de la presse sportive. Cette journée a pour objectif de défendre les principes de la presse sportive et de relever les différents défis qui entravent son développement. Voilà pour le sommaire. Merci de choisir Radio Gabon pour vous informer. Bienvenue à cette édition d'information. Audience au ministère des Transports, de l'Équipement des Infrastructures et de l'Habitat. Le ministre Léon Armel Bounda Balondi a dévisé avec le nouveau délégué général du groupe Eramet au Gabon, Gaëtan Alna Dufreti, en présence de l'administrateur directeur général de Comilog, compagnie minière de Logoué, Léod Paul Batolo. Le compte rendu avec Raymond Savou. C'est depuis le 1er juillet 2020 que le nouveau délégué général du groupe Eramet au Gabon a pris officiellement ses fonctions. Comme à la primature et au ministère du pétrole, du gaz, des hydrocarbures et des mines où il est passé présenter ses civilités, scénario identique au département de transport, de l'équipement des infrastructures et de l'habitat. Gaëtan Alna Dufreti. J'étais déjà très honoré d'être reçu par le ministre des Transports, qui est un sujet important pour le groupe Eramet via la CETRAG. C'était une première audience très intéressante. S'en suivront d'autres avec les équipes aussi du ministère. Et donc pour le moment, ça a été une visite de courtoisie, une visite d'accueil et qui s'est très très bien passée. J'en suis très heureux. Outre cette prise de contact, les deux parties ont également évoqué des sujets d'intérêt commun. Léopold Batolo, administrateur directeur général de la Comilog, compagnie minière de Logoué. L'audience avec le ministre a été très riche. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons pu prendre connaissance de tout le programme de développement qui est prévu dans tous ces secteurs, surtout en ce qui concerne le secteur de transport. On a pu passer en revue toutes les difficultés et surtout toutes les solutions qu'il a pu présenter sur tous ces sujets, qui sont des sujets importants pour le développement du Gabon. La CETRAG est au cœur donc de ce développement, la CETRAG étant une des sociétés du groupe Eramet également. On a pu passer en revue l'ambition que l'État gabonais et Eramet ont sur cet outil économique. La croissance du Gabon est aussi conduite par tout ce que l'on va pouvoir faire sur la CETRAG. Le nouveau délégué général d'Eramet au Gabon est titulaire d'une maîtrise en droit public obtenue à l'Université de Paris 2 Assas et d'un master en gestion des risques à Paris 1 Sorbonne. Après une carrière dans la gendarmerie nationale française, dont 11 années à la présidence de la République, il rejoint le groupe Avera en tant que directeur adjoint en charge de la protection des personnes et des installations hors France avant d'intégrer Eramet en 2012. Le ministre en charge du travail, Madeleine Baird, a pris part par visioconférence à la réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail sur la crise de la Covid-19 en Afrique sous le thème « Reconstruire en mieux ». Ahmed Ryan Zengi nous fait le point. Discuter de l'impact de la Covid-19 sur le monde du travail en Afrique était l'un des objectifs principaux de cette réunion virtuelle entre Madeleine Baird et ses collègues des pays membres de l'Organisation internationale du travail. L'accent a été mis sur le partage des bonnes pratiques en réponse à l'impact de cette pandémie sur le monde du travail dans le contexte du cadre stratégique de l'OIT pour la réponse à la Covid-19. Tout en répondant aux besoins spécifiques de l'économie informelle, cette rencontre avait également pour but de préconiser des mesures concrètes pour répondre à l'impact de la Covid-19 en Afrique. Au cours de ces échanges par visioconférence, Madeleine Baird a eu l'occasion non seulement d'indiquer les mesures de transition adoptées par le Gabon dans le cadre du transfert du secteur informel vers le formel, mais aussi de partager avec ses collègues de l'Afrique l'opportunité offerte par le gouvernement au secteur informel afin de rendre accessible la mesure de prise en charge
charge des loyers des entreprises impactées par cette crise. Le ministre du Travail a, dans le même ordre d'idées, saisi l'opportunité pour indiquer l'intention du Gabon de poursuivre cette transition par la mise en place d'une politique offrant au secteur informel l'avantage de la formalisation avec l'accès aux politiques publiques, parmi lesquelles l'accès aux mesures d'accompagnement économique, les politiques sociales des caisses, les avantages des TPE-PME, les actions de sous-traitance, l'accès aux marchés publics et enfin l'accès aux politiques de renforcement des capacités des PME. Le cadre stratégique de l'Organisation internationale du travail en réponse à la crise de la Covid-19 a structuré les réponses politiques autour de 4 axes, notamment stimuler l'économie et l'emploi, soutenir les entreprises, les emplois et les revenus, protéger les travailleurs sur leur lieu de travail et surtout s'appuyer sur le dialogue social pour trouver des solutions. L'idée étant de reconstruire un monde meilleur lors de la phase de redressement, autrement dit l'après-Covid-19. Le ministre d'État en charge de l'Intérieur recevra dans les tout prochains jours les responsables des différents ordres religieux afin d'examiner les mesures de reprise de leurs activités. C'est ce qui ressort de la déclaration du ministère de l'Intérieur dans le cadre des mesures d'assouplissement énoncées par le gouvernement. Cette communication est lue ici par Jean-Éric Nzengi Mangala, conseiller en communication au ministère de l'Intérieur. Nous l'écoutons. Sur les très hautes instructions de M. le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, le gouvernement a procédé le 30 juin dernier à l'assouplissement de certaines mesures restrictives liées à la lutte contre la propagation de la Covid-19. Il s'agit notamment de l'ouverture des frontières aériennes, du rétablissement de la circulation interprovinciale, de l'allègement du couvre-feu qui court désormais de 20h à 5h du matin et de l'ouverture de certains commerces. Tous les autres secteurs touchés par les mesures restrictives liées à la pandémie, tels les secteurs économiques, culturels, sportifs ou religieux, continuent à faire l'objet de l'attention soutenue et des réflexions de la part du gouvernement. S'agissant particulièrement du secteur religieux, et au titre des concertations avec les partenaires, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur en sa qualité de ministre du culte, recevra dans les tout prochains jours les responsables des différents ordres religieux en vue d'examiner avec eux, avant soumission des conclusions au gouvernement, les conditions de reprise progressive de leurs activités, entendu que jusqu'à ce jour, l'arrêté interdisant les rassemblements de plus de 10 personnes est toujours en vigueur. En conséquence, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, rappelle qu'aucun lieu de culte n'est autorisé à réouvrir et que toute attitude contraire expose son ou leurs auteurs aux affres de la loi. Les épargnants de BRSAL menacent de poser des actions fortes si leur cause n'est pas entendue au terme des 45 jours de reconduction de l'état de crise sanitaire. Ils l'ont fait savoir au cours d'un point de presse conjoint qu'ils ont tenu le jeudi 2 juillet à Libreville avec le congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État. Les détails avec Arnaud Ondoy-Ngozogo. Depuis la faillite de cet établissement de microfinance et la perte de leur épargne qui a suivi, les victimes disent avoir utilisé tous les voies de recours sans qu'aucune solution ne se profile à l'horizon. Face à ce statu quo, ils brandissent des actions dans 45 jours pour mieux se faire entendre, ce d'autant plus que l'espoir qu'ils avaient placé dans la prise en compte de leurs problèmes à travers la loi de finances rectificative exercice 2020 s'est estompé. Emmanuel Mbemba, président du CAP. Le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2020 n'inscrit nullement le remboursement de la dette des épargnants BRSA. En effet, ce projet de loi de finances rectificative de 2020 nous est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 3 047 146 367 000 francs CFA. Suite à ce budget annuel, comment un gouvernement gérant à peine 1 300 000 habitants ne pourrait résoudre un problème d'à peine 32 milliards? Le montant concerne les 18 000 épargnants répartis à Libreville, Franceville, Lambaréné, Mouila, Chibanga, Koulamoutou, Njolé, Port-Gentil et Oyem. Les épargnants qui rappellent à la COBAC et aux autres bailleurs de fonds que BRSA a été créé en 2013 avec la RCCM numéro 2013/14423 réitèrent leur espoir à l'endroit du chef de l'État. Notre espoir aujourd'hui, pour que ces populations retrouvent leur dignité, repose sur le tribunal de première instance de Libreville, le tribunal international de commerce de Genève. Nous revenons à nouveau vers le chef de l'État, garant de toutes les institutions, afin qu'il puisse éviter le pire à ces populations. Le CAP et le collectif des épargnants qui se retrouvent le 6 juillet prochain se sont félicités du communiqué officiel du tribunal de première instance de Libreville, annonçant la reprise de ses activités et la reprogrammation très prochaine des audiences. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus.
On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Comment les élèves des classes de terminale se sont préparés pour reprendre le chemin de l'école durant la période de confinement? Plusieurs d'entre eux se sont réadaptés en y associant des prépa-bac opérant sur les réseaux sociaux. Hamed Farlan Beni Evaka est allé prendre la température de ses élèves qui retourneront en classe ce 20 juillet. Reportage. Warren est un élève en classe de terminale au lycée technique Nyanda Makita de Mouila. Ce dernier dit avoir passé la quasi-totalité de son confinement à reviser ses cours, car pour lui, le baccalauréat n'est pas un examen comme les autres. Je me suis fait un planning de lecture personnelle à la maison, c'est-à-dire à certains moments de la journée, je me retrouve seul et je lis 2 ou 3 cours. Ou si je suis en balade, j'ai des fiches de lecture dans ma poche. Avec ses camarades, il a établi un planning de travail sur les matières à fort coefficient de sa série Action et communication commerciale ACC, un planning renforcé par quelques enseignants. Je me suis retrouvé avec des amis pour traiter certains sujets en technique commerciale, en français et en économie droit, et avec des professeurs aussi qui trouvaient du temps pour pouvoir répondre à certaines interrogations en termes de difficultés par rapport à certaines matières, mais ce n'était pas tout le temps. Cette année, le calendrier académique a été certes bouleversé par le coronavirus, mais plusieurs prépas ont réussi tout de même à contourner ce handicap en fournissant à leurs candidats des séries d'exercices et de cours en ligne, malgré le manque de téléphones Android ou d'ordinateurs observé chez certains inscrits. EI, responsable du prépa La Mahutique. Ces cours se faisaient soit par WhatsApp, soit par Geoffrey ou alors par Zoom, selon les possibilités des enseignants. Et nous avons même fait un examen en ligne. Donc on leur donne un sujet, ils ont 2 jours ou 1 journée à travailler et la date précise, ils se mettent en visioconférence ou alors par WhatsApp. Chacun envoie son sujet, le prof corrige et ensuite sur la plateforme, ils discutent de la problématique ou encore de la méthodologie ou encore de quelques formules. Dans plus de 2 semaines, les élèves de terminale reprendront le chemin des salles de classe pour mieux affronter ce dernier examen du secondaire. Suite à l'allègement des mesures prises par le gouvernement sur la réouverture des transports maritimes, la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale s'organise pour renouer avec sa clientèle. Un reportage de Christelle Eyangedou. Depuis l'apparition de la Covid-19 au Gabon, des mesures strictes et drastiques ont été prises. 4 mois après, le gouvernement vient de décider de la réouverture des transports maritimes. Une mesure saluée par la compagnie maritime CENI, Boris Mbaoké, chargé de la communication. Nous sommes comme tous les compatriotes et concitoyens, c'est des mesures que nous saluons. Parce que nous vivions quand même des moments difficiles avec ces mesures restrictives. Donc ça permet déjà d'augmenter nos heures de travail, de revoir le nombre de passagers à bord de nos navires. Un trafic maritime qui reprendra dans les jours à venir, mais qui reste tout de même dans le strict respect des mesures sanitaires. Le gouvernement a demandé à ce que chaque passager qui veut se transporter d'une province à une autre doit avoir obligatoirement un test de Covid-19. Donc dans les prochains jours, on mettra ça en pratique. Et nous verrons dans quelle mesure déjà on attend que la confirmation soit faite de pouvoir augmenter le nombre de passagers que nous recevons maintenant, mais tout en respectant les mesures que nous appliquons depuis maintenant. Pour l'heure, seul le service des fret fonctionne en attendant la reprise effective des passagers. Au lendemain de la réouverture des frontières aériennes annoncée par le gouvernement, les compagnies aériennes se préparent à accueillir les voyageurs avec une particularité, le strict respect des mesures barrières liées à la Covid-19. Pascaline Medza pour le reportage. La décision est tombée comme un ouf de soulagement pour les opérateurs économiques. Des agences de voyage se refamiliarisent avec leurs activités et c'est le cas de Régis Kumba, responsable marketing d'une agence de la place. Sa première mission consistera à reprendre attache avec des compagnies aériennes pour élaborer le nouveau planning de reprise de vol. La priorité sera de régler le problème des personnes ayant payé les billets avant la fermeture de l'aéroport parce que ce sont eux qui sont prioritaires actuellement. Donc l'objectif serait de faire rentrer ceux qui sont
sont bloqués à l'extérieur, ainsi que ceux qui sont également bloqués ici. Ensuite, nous reviendrons maintenant sur les disponibilités normales, notamment les personnes qui voudront voyager, bien sûr en respectant les mesures imposées par le gouvernement. Après 3 mois de confinement dû au Covid-19, son agence a connu de nombreuses difficultés. C'est un peu difficile de se remettre debout après un tel calvaire, mais on s'attelle à essayer de réorganiser les choses avec la direction. Si en une journée on peut faire une production de plus de 10 millions, on va dire par là, ça fait énormément lourd. On perd, mais on cherche à se stabiliser. Et l'avantage avec nous, c'est que nous nous sommes arrangés à faire en sorte que tous nos employés restent là et assurer leur revenu chaque mois et de sorte à ce qu'ils soient toujours présents en fait à la reprise des activités. Signalons que selon le gouvernement, tout voyageur doit être muni d'un test de négativité du Covid-19. Les conséquences du confinement partiel sur les couples. Le sujet sera débattu ce vendredi à l'émission Quand les femmes débattent sur Radio Gabon avec pour invité Madame Kalioli, présidente de l'ONG Cri de femmes, et Stajou Marchand, un homme marié. Voici un extrait en avant-première. Le confinement a été pour certains la reconstruction familiale. Nous, à Cri de femmes, nous avons reçu 106 cas des femmes victimes de violences. Les cas d'inceste, surtout issus des familles recomposées. Nous avons eu à traiter certains cas où nous avons essayé d'encadrer certains couples qui étaient en dérive. Nous avons 3 cas de procédure de divorce, les cas d'adultère. Le déconfinement partiel ou total permettrait aux femmes de pouvoir relancer leurs activités. Les femmes qui ont subi des violences économiques. Là, il est question de revoir si ces femmes peuvent avoir un déclic économique à travers la résilience. L'association a constaté quand même que les familles ont dû revoir la manière d'éduquer leurs enfants, compte tenu du fait qu'ils ont découvert certains comportements des enfants. Et ensemble, ils ont pu revoir comment éduquer leurs enfants. Donc, le déconfinement va permettre de revoir l'activité économique et de savoir comment s'y prendre désormais. Mais il est question aujourd'hui de relancer l'éducation familiale dans nos foyers, parce qu'on a vu que certains foyers étaient en dérive. Il faut qu'on rééduque nos familles. Il faut que l'État prenne cette affaire au sérieux à travers l'éducation populaire et avoir des émissions type pour réencadrer la cellule familiale qui est la clé de la société. L'émission Quand les femmes débattent, c'est ce vendredi à 14h10 avec Marina Moussabou et Love Pakita Dilebou Mabika. La nature et l'homme ont des aspects différents dus à plusieurs fléaux ainsi que des maladies. C'est le cas du vitiligo, une maladie liée à la dépigmentation de la peau. Notre reporter Roland Sylvaniande m'a interrogé la présidente de l'ONG Vicium, atteinte du vitiligo. Judith Silda Mbumba revient sur les origines de cette pathologie. Nous l'écoutons. Vicium est une organisation non gouvernementale qui a été mise en place depuis le 25 juin 2019. Son objectif est de lutter contre les discriminations faites aux personnes vivant avec le vitiligo, d'une part, et d'autre part, aider ces personnes à s'accepter, à aider cette personne dans le processus d'acceptation de soi. Ces 2 missions n'empêchent pas qu'il y a aussi une activité très importante, celle d'informer le grand public sur ce qu'est la maladie vitiligo, parce que c'est une maladie très peu connue et aujourd'hui, plus que jamais, on sent le besoin de s'informer sur cette maladie-là. Il n'y a pas de signe. En fait, la maladie vitiligo est une maladie assez silencieuse jusqu'à ce qu'elle se déclare, quoi. Vous ne ressentez pas de symptômes, vous ne sentez aucun signe. Moi, cette maladie a commencé sur le cuir chevelu, avec des cheveux, nos tresses, tissage, tout ce que vous pouvez comprendre. Je ne pouvais même pas imaginer qu'il y avait un processus de ce type enclenché en moi. Et je n'ai commencé à voir réellement les effets du vitiligo que lorsque les taches ont commencé à descendre sur le front et ensuite sur les yeux. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que j'avais une dépigmentation, mais elle était pas très claire. Elle était vraiment, c'était des petites taches. Et bien sûr, je me suis rendue chez le dermatologue et c'est le dermatologue qui m'apprendra que je suis atteinte de vitiligo.
L'actualité hors de nos frontières, nous allons la chercher au Cameroun, où la capitale camerounaise vient d'abriter une réunion de concertation des ministres de la Défense du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Cette réunion portait sur les modalités de collaboration et d'action sécuritaire commune à la frontière entre les deux pays. Une rencontre qui se tient au moment où les relations entre Yaoundé et Malabo sont froides à cause des travaux de construction d'un mur de séparation lancé sur la frontière des deux pays par la Guinée équatoriale. Raymond Savou nous en dit un peu plus. C'est pour mettre un terme à ces rumeurs que le Cameroun et la Guinée équatoriale, deux pays frontaliers CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, ont trouvé impérieux d'organiser cette rencontre. La défense, une base sur laquelle de nombreuses incompréhensions et velléités, notamment au niveau de la frontière, ont trouvé des solutions durables. 72 heures de travail intense et méticuleux, où la dextérité des ministres de la Défense du Cameroun et de la Guinée équatoriale ont abouti à des perspectives favorables pour la suite. Joseph Betty Assomo, ministre camerounais de la Défense. Il était question de dissiper le semblant de nuages qu'il y avait dans le ciel de nos relations au niveau de notre frontière. Le travail que nous allons continuer à faire actuellement sera de conforter et de consolider les acquis de cette réunion historique. La diplomatie et le dialogue privilégiés par les présidents Paul Biya du Cameroun et Obiangema Mbazogo de la Guinée équatoriale ont une fois de plus prévalu. Leandro Bakalan Kogo, ministre équato-guinéen de la Défense. Nous repartons très heureux en Guinée équatoriale avec beaucoup d'espoir. Il était nécessaire qu'on vienne à cette rencontre du Cameroun négocier ces accords de coopération. Et je transmettrai à mon gouvernement les recommandations faites au cours de cette rencontre. Une rencontre de haut niveau qui va profiter aux deux peuples. Balthazar Ngonga Edjo, ministre équato-guinéen de l'intégration régionale. Dans le cadre des relations traditionnelles historiques, la libre circulation est vraiment au rendez-vous. Cette réunion stratégique vient ainsi renforcer la coopération et la collaboration entre deux pays amis et celle de la conception d'une passerelle interarmée entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. La France a décidé de se retirer temporairement de l'opération de sécurité maritime de l'OTAN en Méditerranée jusqu'à l'obtention des réponses à des demandes concernant ces fortes tensions avec la Turquie depuis plusieurs mois, en particulier autour du conflit en Libye. N'est-ce pas, Guy David Mbumba Dongia? En effet, cette annonce a été faite par le ministère français des Armées lors d'un point de presse. Paris a donc pris l'organisation du traité atlantique Nord autant à témoin d'un récent incident naval franco-turc, accusant ainsi la Turquie d'avoir visé un de ses frégates lors d'un contrôle de navires soupçonnés de violer l'embargo sur les armes à destination de la Libye, ce que demande Ankara. La France exige notamment, parmi les 4 demandes, que les alliés réaffirment solennellement leur attachement et leur engagement au respect de l'embargo sur les armes en Libye. Elle réclame aussi un mécanisme de déconfinement plus précis au sein de l'Alliance Atlantique. Aussi critique-t-elle vivement l'intervention militaire turque en Libye aux côtés du gouvernement d'union nationale de Tripoli qui, fort de cet appui, a reculé les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays. Le président Emmanuel Macron a accusé lundi la Turquie d'avoir, dans le conflit libyen, une responsabilité historique et criminelle en tant que pays qui prétend être membre de l'OTAN. De son côté, le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, a répliqué en dénonçant l'approche destructrice de la France en Libye et l'accusant de rechercher à renforcer la présence de la Russie dans ce pays déchiré par une guerre civile depuis 2011. Selon plusieurs analystes, le maréchal Haftar est appuyé par les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie. La France, bien qu'elle s'en défende, a également soutenu Haftar. La page de sport de cette édition d'information, c'est avec Chivarol Mokuonkulu.
Et nous commençons par le Gabon, à l'instar de la communauté internationale qui a célébré le 2 juillet la journée internationale des journalistes sportifs. Cette journée a été instituée en 1995 à l'initiative de l'Association internationale de la presse sportive pour défendre et relever les défis qui entravent son développement. Cette journée, pas très connue au Gabon, est célébrée depuis 25 ans. Elle a pour objectif, entre autres, d'assurer les meilleures conditions de travail des journalistes sportifs. Pablo Moussodingoma, journaliste sportif. C'est un métier qui s'exerce avec beaucoup de difficultés également. Difficultés d'abord de formation, parce que je le disais tantôt, le journaliste sportif a été longtemps considéré comme un petit parmi les grands, dans le métier surtout. Donc on n'a pas eu assez de formation. Je pense qu'aujourd'hui il y a une véritable conscientisation collective au regard de certains médias, la prolifération de réseaux sociaux, les exigences de qualité des téléspectateurs. Donc le journaliste sportif prend conscience des enjeux pour un rendu qualitatif. Et il y a également les moyens. C'est toujours difficile effectivement d'exercer ce métier dans les règles de l'art, les moyens logistiques, les moyens financiers. Les journalistes sportifs jouent un rôle majeur dans la vie de la société moderne. De ce fait, des remises à niveau et des séminaires de formation de la part des autorités seraient la bienvenue. Charles Ogoula, journaliste sportif. Ce qu'on souhaite, c'est que les autorités puissent jeter un regard favorable sur ce pan du journalisme pour nous permettre de mieux servir la population gabonaise. Aujourd'hui, la concurrence, elle est grande avec les chaînes internationales. On n'est plus à un stade où il faut commenter des matchs comme à l'époque. Rappelons que la journée internationale du journaliste sportif a été instituée en 1995 par l'Association internationale de la presse sportive basée en Suisse. On parle à présent de handball avec Ulrich Apanga Evunda. Le gardien de but international gabonais prolonge avec le IR Olympique Sport Handball. Nous l'écoutons, il a été joint au téléphone par Frédéric Nancy Pagna. J'ai décidé de poursuivre l'aventure avec le IR Olympique Sport Handball. Ce qui m'a motivé, c'est le cadre, l'entente que j'ai avec l'encadrement technique, avec les dirigeants, mais aussi mes coéquipiers. Après, ce qui a motivé le club, la relation qui les lie à moi, elle est familiale, mais aussi à cause d'une bonne saison de ma part, parce que j'étais 3e meilleur gardien de ma poule. Donc, malgré le fait que le club était vraiment dans la zone rouge début de saison, donc j'assurais quand même derrière. Je pense que c'est toutes ces raisons-là qui ont motivé les dirigeants du club. Nous clôturons cette page des sports avec cette brève. Auteur d'un doublé ce mercredi contre Norwich, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit le 50e but de sa carrière en Première Ligue. L'attaquant d'Arsenal a franchi ce cap en seulement 79 matchs, ce qui constitue un record dans l'histoire des Gunners, puisque la Panthère a notamment fait mieux que la légende du club londonien Thierry Henry, qui avait dû attendre 83 matchs pour atteindre ce total. Merci Chivarol Mokyunkolo pour ces nouvelles de sport. Nous arrivons au terme de cette édition d'information, mais avant de vous quitter, le rappel des principaux titres qui l'ont constitué. Reconstruire en mieux, c'est sous ce thème que se tient la réunion régionale de l'Organisation internationale du travail sur la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus, réunion à laquelle prenait part le ministre gabonais en charge du travail. Grogne des épargnants de Bersal, ils menacent de poser des actions fortes si leur cause n'est pas entendue au terme de 45 jours de reconduction de l'état de crise sanitaire. C'est ce qui ressort du point de presse qu'ils ont tenu à Libreville. Puis, célébration chaque 2 juillet à travers la planète de la journée internationale des journalistes sportifs, instituée en 1995 à l'initiative de l'Association internationale de la presse sportive. Cette journée a pour objectif de défendre les principes de la presse sportive et de relever les différents défis qui entravent son développement. Auditeurs de Radio Gabon, nous arrivons au terme de cette édition d'information avec au montage Herman Osunga et Shelly Manea, Chivarol Mokui pour les nouvelles sportives. Merci à toute l'équipe de la rédaction de Radio Gabon. Je suis Fabien Guillaume Kemvele. Merci d'avoir été des nôtres. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.